Mesdames, Messieurs, bonjour. Une bonne nouvelle pour l'humanité en guerre contre le nouveau coronavirus. Des vaccins ont été mis au point et ont démontré leur efficacité. Avons-nous alors vaincu la fatalité ou devrait-on toujours s'inquiéter? Docteur Célestin Lessis-Aguissi, bonjour. Bonjour, Merci d'être des nôtres depuis Paris, en France. c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent avec assiduité. Vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat, dans le 18e à Paris, en France. Donc, je précise, vous êtes actuellement en disponibilité et vous faites aussi un PhD sur la Covid à Paris-Sorbonne. Nous sommes donc en plein dans un sujet que vous maîtrisez. Depuis peu, on en parlait déjà avec vous, parlant du coronavirus. Pour un spécialiste en santé publique comme vous, l'annonce de vaccins disponibles contre la Covid-19, n'est-ce pas un motif de soulagement? Oui, en effet, il y a eu plusieurs annonces de vaccins contre le Covid-19 dans le monde entier. Actuellement, il y a, selon l'OMS, il y a quasiment 9 vaccins aujourd'hui qui sont en train d'être mis au point. Et l'OMS, par le mécanisme pour un accès mondial au vaccin contre le Covid-19, auquel participent 172 pays actuellement. Donc, 9 vaccins font partie de l'initiative COVAX et 9 autres vaccins sont en cours d'expérimentation. Donc, il y a globalement, pour schématiser, 80 pays qui pourraient s'autofinancer avec sans engagement formel. Et effectivement, il y a tous les autres pays qui font essentiellement partie des pays en voie de développement qui auront besoin de soutien pour la mise en place, la logistique et la vaccination contre le Covid-19. Donc, vous voyez, tous les pays ne sont pas égaux entre eux. Certains pays peuvent dès aujourd'hui se financer sur le marché du vaccin et d'autres qui n'ont pas les moyens bénéficieront ou devront bénéficier à travers le mécanisme pour un accès mondial au vaccin contre le Covid-19 de fonds des partenaires financiers, de fonds d'organisations internationales comme la Fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, comme l'OMS et comme plusieurs autres fonds, même des fonds américains, qui s'activent pour que le monde entier puisse avoir accès au vaccin. Mais néanmoins, pour parler spécifiquement des pays africains, il faut savoir que l'Afrique, l'Union africaine et l'OMS ont mis en place un consortium qu'on appelle le CONVACT, qui est destiné à élargir les vaccins contre le Covid-19 sur le continent africain. Et en effet, avec le CDC Africa, qui est le Center of Disease Control en Afrique, il a été mis au point une stratégie de lutte contre le Covid-19 appelée Africa Joint Continental Strategy for COVID-19, qui a obtenu le soutien de tous les ministères africains de la santé et qui a été approuvée par l'Union africaine. Donc, vous voyez, il y a une stratégie aussi bien régionale en Afrique, mondiale coordonnée par l'OMS, et cette stratégie, je l'espère, permettra de vacciner tout le monde. Mais il faut se dire une chose de manière très claire. Tout le monde n'aura pas accès au vaccin en même temps. C'est évident. Nous avons vu que l'Afrique a été plus ou moins épargnée. Je dis bien plus ou moins parce que l'épidémie n'est pas encore finie, même si nous n'aurons jamais les taux de mortalité et les taux d'attaque comme dans les pays du Nord. Mais les pays du Nord actuellement sont en train de subir la deuxième vague, voire la troisième vague pour certains. Et donc, il est évident qu'ils seront prioritaires. Et même parmi les pays prioritaires, il y aura des classes d'individus, des classes de gens qui seront plus prioritaires que d'autres. Ce sont, d'abord le personnel soignant qui est en première ligne, bien évidemment, et dont nous avons déjà vu lors des émissions précédentes qu'ils ont payé en lourd tribut à cette maladie. Ensuite, il y aura les personnes fragiles, donc les personnes qui sont finalement celles qui souffrent le plus de la COVID, celles qui meurent le plus, les personnes fragiles avec des facteurs de comorbidité, les diabétiques, les hypertendus, les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont payé un très lourd tribut à cette maladie. Et enfin, se posera la question de la vaccination de masse qui, je vous le dis d'emblée, ne pourra pas se faire en un seul temps
il faudra sans doute plusieurs mois, Oui. voire quelques années, pour que toute la population puisse enfin se faire vacciner. Docteur Aguessi, est-ce que ce n'est pas normal, cette disparité au niveau de l'accès à ces vaccins-là qui sont annoncés, quand on sait que tous les continents n'ont pas été frappés de la même manière? Vous parlez d'ailleurs de l'Afrique qui a été moins touchée que les autres continents. En effet, c'est une très bonne question. Nous vivons dans un monde inégalitaire. Une inégalité selon l'hémisphère déjà. Donc, il y a, même si la nomenclature, la distinction n'est pas tout à fait exacte, je dirais le nord et le sud pour schématiser. Et en plus, parmi les pays du nord, il y a les pays qui sont très riches, d'autres qui sont moins riches. Et en plus, il y a les pays qui sont extrêmement atteints et des pays moins atteints. Quand je prends par exemple deux pays de l'OCDE comme la Grande-Bretagne et le Japon, ce sont deux pays qui sont très riches. Le Japon est très peu atteint, alors que la Grande-Bretagne est extrêmement atteinte et extrêmement euh, troublée par cette épidémie. Donc vous voyez, l'effort qui sera à faire sera différentiel par rapport au nombre de malades, sur le taux de mortalité, par rapport à la catégorie, le nombre de patients âgés. Et donc, effectivement, pour nous, les pays du Sud qui avons une population extrêmement jeune, je vous rappelle encore une fois, je le répète souvent, l'âge médian des pays africains, en tout cas l'âge médian de la population africaine est de 19 ans. Cela signifie que plus de la moitié de la population africaine, en tout cas la moitié de la population africaine a moins de 19 ans. Alors que dans les pays de l'OCDE, si je prends la France par exemple, l'âge médian est de 43 ans. Donc vous voyez, la population des pays qui sont extrêmement atteints est extrêmement plus élevée, quasiment plus du double que la population des pays africains. Donc il est évident que cette inégalité au niveau de la démographie qui joue en notre faveur, d'accord, devrait être, dans ce cas, en termes de vaccination, en faveur des pays du Nord qui sont le plus atteints. Donc ces inégalités existent, il faut en tenir compte et avoir une sorte de justice vaccinale qui permette à ce qu'on protège d'abord les pays les plus atteints et en plus, ce sont ces pays riches qui financent les vaccins, qui vont les acheter et qui vont nous aider, nous, les pays du Sud, à les avoir. Donc même dans cette forme d'inégalité mondiale, il y a une forme de solidarité qui se dessine à travers le mécanisme d'accès, à travers le COVAX en Afrique. Et je tiens quand même à préciser, et ça c'est très peu dit, que la Russie a été le premier pays à avoir commencé une vaccination de masse avec son vaccin, le Sputnik 5. Ensuite, il y a la Chine qui a commencé déjà à vacciner en masse. En octobre 2020, par exemple, il y a déjà eu 350 000 Chinois qui ont été vaccinés contre la Covid. Et certains pays comme le Pakistan, l'Arabie saoudite et le Mexique ont aussi commencé à être vaccinés. Donc vous voyez, nous serons probablement le dernier continent à être vacciné. Et les inégalités dont vous parlez existent, elles ont toujours existé, d'autant plus que la Covid, de par cette inégalité même démographique, touche plus les pays du Nord que les pays du Sud. De l'efficacité de ces vaccins annoncés, on parle de plus de 95% de certitude en termes d'efficacité. Est-ce que cela suffit pour qu'on dise désormais que, allez, une fois que c'est disponible, on peut se frotter les mains? Est-ce qu'on est sorti de l'auberge déjà, docteur Aguessi? Euh, Déjà, il faut se dire que c'est vrai que ces dernières semaines, les résultats de plusieurs vaccins ont été annoncés avec une efficacité supérieure à 90%. Le vaccin de Pfizer et de BioNTech a revendiqué ainsi 95% d'efficacité. Celui de Moderna, qui est basé sur l'ARN, donc l'acide riboxynucléique, est de 94,5%. Les essais des vaccins russes, bien que portant sur moindre échantillon, ont promis une efficacité de 92%. Donc, sur les vaccins candidats qui ont annoncé leur efficacité, nous voyons qu'il y a des efficacités supérieures à 90%. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que bien sûr que ces vaccins, avec les annonces qu'ils nous apportent, l'espoir qu'ils annoncent, sont très efficaces. Mais néanmoins, le bémol que je mets, c'est que nous n'avons pas encore assez de recul pour
savoir si ces vaccins seront entièrement immunisants et pour combien de temps. À preuve d'exemple, les tests ont commencé pour la plupart de ces vaccins au mois de mai, juin. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, nous avons un recul de 4 à 5 mois maximum pour dire que ces vaccins sont efficaces. À titre de contre-exemple, nous avons, par exemple, le vaccin contre le tétanos qui a une immunité qui dure 10 ans, puisqu'on se vaccine tous les 10 ans. Le vaccin contre la poliomyélite, la coqueluche, qui a aussi une durée de vie de 10 ans. La fièvre jaune, c'est pareil, 10 ans. Là, pour l'instant, nous avons des reculs partiels de 5 mois maximum pour tous ces vaccins-là. Donc, nous ne pouvons pas nous projeter au-delà de 5 mois. En janvier, on dira que ces vaccins ont une immunité de 7 mois, de 8 mois, parce que ces vaccins, bien qu'ayant une efficacité aujourd'hui attestée selon ces firmes de plus de 90%, cette efficacité est relativement, je dirais, restreinte à la durée de temps pendant laquelle elles ont été suivies. Et donc, il est évident que l'espoir que nous avons tous que ces vaccins soient efficaces et complètement immunisants ne soient pas comme des vaccins contre la grippe, par exemple, qui est un vaccin qui, bien que efficace ou parfois peu efficace, ne l'est que pendant une saison, ne l'est que pendant la période épidémique. Est-ce que ces vaccins auront une efficacité dans le temps, comme les anciens vaccins que j'ai cités, le DTCP, l'hémophilus, la fièvre jaune, ou bien ces vaccins seront saisonniers, auquel cas il faudra se revacciner tous les ans, comme pour le vaccin contre la grippe. Mais néanmoins, cela apporte quand même une plus-value extraordinaire. Il y aura une protection des gens, vu le taux d'efficacité, même si c'est à très court terme que nous avons là, cela protégera les gens d'une mortalité extrêmement élevée, surtout les gens fragiles, comme le voyons en Europe, et cela donne quand même de l'espoir pour reprendre toutes les activités de la vie quotidienne afin de sortir des confinements, relancer l'économie et permettre enfin aux gens de se voir, de se parler et de vivre à peu près normalement. Merci à vous, Dr Célestin Alexis Aguissi. Je rappelle, vous êtes praticien hospitalier en service au centre hospitalier universitaire Bichat, dans le 18e à Paris en France, en disponibilité actuellement. Vous faites également un PhD sur la Covid-19 à Paris-Sorbonne. Avec vous, nous évoquions la disponibilité de vaccins et les espoirs que cela donne désormais à l'humanité. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Dr Aguissi. Et mesdames, messieurs, c'est moi qui vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, mesdames, messieurs. C'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre attention.